Merci aux personnes qui nous ont rejoints pour la suite de cet événement avec cette troisième table ronde dédiée aux enjeux 2022 de l'intelligence artificielle. Et on va se poser la question, où en sommes-nous? À mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir donc Nicolas Philippe, qui est responsable du département algorithmes et données au sein de Ducati. À côté de lui, nous avons donc Julien Marjac, qui est directeur R&D chez Proditech. Et puis Sébastien Egman, donc de Digital Aquitaine, avec son confrère Antoine Jean-Jean. Alors Sébastien, lui, est Digital Fleet Product Manager chez Connective IT. Vous allez nous raconter un peu plus après chacun ce que vous faites précisément. Et puis donc Antoine Jean-Jean, senior consultant chez OPT2A. Alors on va démarrer tout de suite sur cette question que tout le monde se pose, en tout cas, sur l'intelligence artificielle. Il s'est passé différentes choses ces dernières années. 2022, c'est bientôt, on y est quasiment déjà, avec cette question, où en est-on? Et j'ai envie de commencer par vous, Nicolas Philippe, où en préparant cette table ronde, vous m'avez dit, plutôt qu'une année de rupture, peut-être plutôt une année de continuité 2022, puisque l'intégration de l'intelligence artificielle et d'autres technologies est un enjeu aujourd'hui clairement identifié, qui est présent partout, mais on va plutôt maintenant se poser la question finalement de est-ce qu'on veut une intelligence artificielle entre guillemets absolue, ou est-ce qu'on peut se satisfaire d'approximations? Est-ce que les choses se posent en ces termes de votre point de vue? Est-ce que justement cette continuité des technologies aujourd'hui, elle apparaît surtout sur le fait que les entreprises vont d'abord chercher à s'emparer du sujet de l'industrie artificielle, de l'intelligence artificielle, pardon, pour justement développer des sujets plus opérationnels ou peut-être plus hybrides aussi. Vous m'avez dit que l'hybridation c'était quelque chose. Je vous laisse l'introduction de cette table ronde, Nicolas Philippe. Merci. Donc bonjour à tous déjà. Oui, le 2022 ou 2023, moi je vois ça effectivement comme plus une continuité qu'une rupture, donc il faut un peu distinguer aussi les effets de com et la réalité des entreprises, hein, voilà, aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle, quand il y a quelques années on parlait de big data. Finalement il y a assez peu de différence au niveau des réalités et des besoins des entreprises, hein, indépendamment des mots qu'on colle dessus, donc c'est ok hein, d'avoir des mots différents et puis des mouvements un peu de com en marketing, etc. Mais voilà, on est plus dans une continuité sur les besoins et des choses qu'on traitait déjà avant, qu'on continue à traiter avec certes des nouveaux outils hein, technologiques comme le deep learning. Voilà, donc il y a quand même pas mal de techniciens qui ne sont pas très à l'aise avec ce terme d'IA, qui finalement représente plus un concept que de technologie. Dans vos métiers, vous parlez de quel terme plutôt? Machine learning, c'est ça? Oui, de technologie. L'IA, c'est plus simuler l'intelligence humaine, ce qui est assez large en fait, hein, et qui se couvre de plein de manières différentes. Puis ça dépend un peu de qui en parle quelque part. Lorsque les technologies, voilà, ça va être apprentissage automatique, machine learning, deep learning, ce genre de choses. Voilà, qui sont souvent associés à l'IA, ou d'autres qu'on peut décrire comme l'IA, comme de l'optimisation, la recherche opérationnelle. Voilà. À nouveau, ça dépend comment on cherche à le présenter, mais finalement ça importe peu. Ce qui importe, c'est de revenir aux besoins des entreprises qui sont assez peu différents de ce qu'ils avaient avant. On a des nouveaux outils avec des nouvelles performances, ou en tout cas des performances accrues par rapport à ce qu'on faisait précédemment, comme par exemple avec le deep learning. Mais voilà, c'est vraiment une forme de continuité. Et en ces termes, il n'y a pas vraiment de révolution de l'IA, quoi. Il y a peut-être plus de données qu'avant, ça c'est une certitude, et donc des modèles qui sont de plus en plus avancés, qui donnent des performances de plus en plus intéressantes. Mais voilà, moi j'y vois assez peu de rupture en fait. Sur les problèmes qu'on traite, on les traite de mieux en mieux avec les outils numériques. Mais quelque part, c'est un peu la transformation numérique et ce qui se déroule depuis des dizaines d'années maintenant, quoi. Oui. Voilà. Donc pas de rupture, mais quand même peut-être des tendances ou des sensibilités. En particulier, vous me disiez une sensibilité aussi sur les questions liées à l'empreinte carbone, de plus en plus forte. Oui, alors effectivement, il y a des sujets plus d'empreinte écologique avec une sensibilité du numérique. Donc on peut par exemple citer la blockchain qui a été assez provocante sur ces sujets, et puis aussi les calculs de modèles.
avec voilà, une prise de conscience qui d'ailleurs est plus large, je pense, hein, que les aspects numériques, mais à se questionner sur finalement qu'est-ce qui nous fait consommer, quel est l'impact sur la planète, et donc de chercher un peu sans parler de frugalité, un peu de raison quoi, dans le développement des modèles. Et donc parfois se dire, plutôt que de développer un super modèle, de l'entraîner avec une exactitude de fou et voilà, d'utiliser des serveurs très importants et très consommateurs en ressources, voilà, se contenter peut-être de choses un peu plus modérées en termes de consommation, voilà, même si la précision n'est pas absolue, ce qui quand même assez souvent reste tout à fait convenable. Donc c'est plus la recherche d'équilibre que l'exactitude, etc. Donc voilà, un peu de modération, quoi. Donc ce que vous me dites, c'est que la réalité du terrain pour vos équipes donc, du département algorithmes et données du CATI, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on va parler d'intelligence artificielle, on va se poser plus des questions liées à l'infrastructure, liées justement aux données. C'est ça en fait finalement, plutôt que d'essayer de créer un nouvel algorithme? Au CATI, on a vraiment des équipes d'experts, donc là, on va plutôt réfléchir en termes de technologie qu'en termes d'empreinte. Donc la sensibilité sur ce genre de choses va plus venir de l'entreprise qui cherche à équilibrer les choses. Voilà, après, je pense qu'on peut être de bons conseils pour trouver l'algorithme le plus équilibré entre les différentes contraintes, quoi, que ce soit en termes de performance, en termes de consommation, etc. Oui, voilà, sur ce point. Donc voilà, donc du conseil plutôt pour de l'accompagnement technique pour apporter finalement la meilleure méthode ou essayer de rendre des algorithmes qui sont déjà réputés, mais de les rendre encore plus performants. C'est plutôt ça l'approche. Oui, et puis aujourd'hui, sur la thématique de l'apprentissage automatique, par exemple, on a beaucoup de nouveautés dans le domaine de la recherche, etc. Mais dans les faits, en fonction des entreprises auxquelles on parle, je qualifierais d'assez peu fréquent des cas où on a besoin d'aller chercher des algorithmes extrêmement pointus, extrêmement différents, etc. Souvent, les entreprises auxquelles on est confronté, hein, les PME, voire les ETI, elles ont plus un besoin d'appliquer des modèles à leur métier, de comprendre leurs données, et en ça, des algorithmes assez classiques et usités de classification, de clustering, donnent de très bons résultats. Voilà, le travail va plus porter sur la compréhension de ce que peut apporter l'IA, le machine learning sur ces cas, la préparation des données, la quantité, la qualité, etc., que sur l'algorithme en lui-même. Voilà. Alors, évidemment, il faut une certaine expertise pour être capable de choisir l'algorithme le plus adapté à une situation par rapport aux objectifs qui sont placés, mais c'est clairement pas la majorité des cas dans lesquels on doit aller chercher des sujets vraiment de recherche extrêmement innovants pour répondre à des enjeux d'IA qui finalement sont assez courants, assez classiques. À nouveau sur les thèmes de classification, voilà, l'enjeu va plus se situer au niveau de la donnée que sur le choix de l'algorithme, quoi. C'est très clair, merci. Antoine Jean-Jean, je vous ai présenté rapidement tout à l'heure, mais j'aimerais rappeler aussi que vous êtes cofondateur et advisor de Recommerce. Vous êtes aussi VP donc au Domex, donc on l'a expliqué ce matin, donc les activités donc de Digital Aquitaine liées à l'intelligence artificielle et à la data science. La question que je voulais vous poser, c'est un peu comme celle que j'ai posée à Nicolas Philippe à l'instant, c'est que dans votre métier, c'est quoi la réalité de l'intelligence artificielle? Quelle forme est-ce que ça revêt concrètement? Vous êtes confronté à quoi, vous, sur le terrain? Alors je pense que... Bonjour d'abord à tout le monde. Je pense qu'il y a différents niveaux dans les sociétés. Les sociétés ne sont pas toutes acculturées de la même façon à la data. Donc il y a pas mal de dirigeants qui aujourd'hui n'y comprennent rien. Donc ça c'est déjà un premier constat, c'est que c'est pas... faut pas avoir honte entre guillemets de dire pour l'instant moi ces sujets-là j'ai du mal, j'ai pas forcément compris ce qui se cache derrière, j'entends plein de choses, je lis des articles mais pour l'instant j'ai du mal à le mettre en application. Et donc ça c'est le premier, j'ai envie de dire le premier type de fondateur ou de dirigeant d'entreprise que je peux rencontrer dans le cadre de mon activité de consulting. Après donc ces gens-là, on va d'abord un peu les acculturer, les former, les aider à se documenter et à lire. Toutes les conférences et tout ce qu'on organise avec l'association va dans ce sens-là aussi pour les présenter des use cases dans différentes sociétés pour qu'ils puissent comprendre petit à petit par l'exemple. Et ensuite, une fois que ils ont commencé à comprendre
les enjeux et ce qu'ils allaient pouvoir faire avec ces promesses, ces belles promesses de l'IA, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de promesses derrière tout ça, eh bien on va mettre en place une stratégie qui va s'appuyer sur la chaîne de la donnée. Et donc, Nicolas en a parlé un petit peu, mais il va falloir effectivement structurer les données au sein de l'entreprise, les récupérer, les mettre à disposition, les stocker de manière optimale, etc. Donc ça, j'ai envie de dire, c'était principalement ce qui a occupé beaucoup de sociétés les 5 dernières années. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont les systèmes d'automatisation, qui ont des ETL, qui ont une business intelligence, donc ils arrivent à accéder à leurs données. Maintenant, on est un peu dans l'ère de, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et comment concrètement je vais transformer ça en performance pour ma société? Et comment je vais réussir à faire alors des algorithmes ou des outils que je vais mettre dans les mains des opérationnels. Et là, ça fait le lien un petit peu avec la conférence qui avait lieu avant sur l'humain. C'est qu'il y a un facteur humain qui va être important, c'est que les gens, quand ils ne font pas de l'IA, ils font de l'intelligence humaine. Donc ils ont des process, ils ont des outils qu'ils vont utiliser au quotidien. Et il va falloir leur dire, ces outils ne sont pas mauvais, mais vous allez pouvoir peut-être faire mieux, faire différemment ou faire encore plus avec des outils complémentaires, quoi. Et donc c'est ce facteur-là qui est intéressant aujourd'hui. Alors Nicolas Philippe parle d'apprentissage automatique, c'est ça? Vous parlez plutôt d'analytique augmentée? J'aime bien le terme, c'est pour ça que j'ai appelé ma société de conseil Optway, parce que l'augmented analytics, c'est vraiment quelque chose qui correspond finalement à ce que recherchent les gens. C'est certes analyser les données, c'est bien, mais aller un peu plus loin que la simple analyse et transformer ça en performance opérationnelle. Et ça s'applique à tous les domaines, hein. Je suis dans une société de transport de camions. Certes, j'ai envie de faire un planning, mais j'ai envie de faire des plannings optimisés pour pouvoir ensuite les donner à mes conducteurs pour que dans la vraie vie, ils fassent des tournées optimisées. C'est juste pour faire un beau post LinkedIn et dire on a fait de l'IA, regardez, mais en fait derrière, opérationnellement, il n'y a rien, ça ne sert à rien, quoi. Donc l'enjeu, il est vraiment dans la mise en application et dans le fait de mettre dans les mains des opérationnels des outils efficaces et qui vont agir sur le bilan de la société à la fin de l'année, quoi. Ouais, donc l'intelligence artificielle, elle n'est pas là pour remplacer l'humain, enfin pas nécessairement, en tout cas elle va être là pour augmenter ses capacités, c'est ça l'idée aussi? Ouais, pour le seconder, quoi, finalement. C'est pour ça que moi je suis plutôt issu de la communauté recherche opérationnelle qui vraiment, elle se désigne comme la discipline qui vient seconder l'humain, qui vient l'aider dans sa décision. Aide à la décision. Voilà, aide à la décision. Ouais. D'accord. Sébastien Egban, j'ai envie de faire de la transition avec vous. Déjà parce que vous êtes le collègue entre guillemets d'Antoine Jeanjean au sein de Digital Aquitaine, mais vous avez quelques particularités qui sont très intéressantes, puisque vous êtes un ancien militaire, hein, c'est ça? Donc vous êtes très familier du secteur de la défense, mais pas que, puisque vous travaillez aussi dans l'aéronautique au sein de Collective IT. Et donc vous avez une sensibilité, vous, très forte aux questions de MCO, alors donc maintenance en conditions opérationnelles. C'est finalement tous ces métiers de la maintenance. Et donc on imagine très bien, en vous écoutant, enfin en tout cas on va vous entendre dans un instant, que finalement l'intelligence artificielle, elle peut répondre à tout un tas de besoins. C'est ça aussi que vous m'avez alimenté en discutant avec vous, c'est que vous m'avez dit mais moi je sais ce qu'on peut faire avec, parce que finalement ce que dit Antoine Jeanjean, c'est que la question c'est pas forcément où en est-on, c'est plutôt mais que fait-on maintenant, et vous en tout cas vous avez plein d'idées là-dessus, c'est ça? Il faut lever le cran. Alors. Oui, tout à fait. Donc les propos que vient de tenir Antoine résonnent complètement avec nos ambitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le maintien en conditions opérationnelles, eh bien, on veut faire comme l'industrie il y a quelques années, on veut passer au 4.0. Et aujourd'hui, comme l'a dit Nicolas, on a passé un gap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à structurer nos données, à les standardiser, à les faire passer à une barrière qui avant était infranchissable, qui était l'intradef, donc l'intranet de défense vers l'extradef, avec notamment des standardisations et des normes donc sectorielles. Et donc maintenant, effectivement, comment on valorise ces données, comment on les partage, comment on les valorise, et comment on aide le militaire et le monde de l'aéronautique autour, et défense, hein, terrestre aussi, hein. D'ailleurs, ils ont bien plus d'avance que l'aéronautique, je trouve.
à aider les états-majors à prendre des décisions rapidement avec un volume de données qui est toujours de plus en plus important, notamment dans le MCO. Je lisais encore un article il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, le Rafale F4 qui va être mis en service en 2023 va fournir 40 téraoctets de données en 1 heure de vol. Oui. Et donc on imagine dans tout ça, dans ces 40 téraoctets, quelle bonne information faut-il aller chercher pour la apporter à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. On en revient à cette idée d'aide à la décision, finalement, puisque je rappelle que Connective IT, enfin, vous êtes product manager d'un logiciel de gestion de flotte et d'aide à la décision. Hein. C'est ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, jusqu'à présent, mais maintenant le monde change quand même, heureusement, et avec la structuration de la donnée, il fallait de ceinture noire des ERP, des SAP, des 25 systèmes d'information du MCO aéronautique, quand même, il faut le savoir, pour pouvoir prendre une décision. Et une fois que vous pouviez prendre votre décision, elle était périmée puisque vous aviez passé la journée à exploiter les données. Donc effectivement, aujourd'hui, on passe vraiment à une frontière où on va avoir un système d'information unique qui va discuter avec le monde extérieur, des entreprises de la BITD Défense, voilà, et on va pouvoir accompagner le décideur dans son aide, j'insiste, sur son aide à la décision. Voilà. Donc la BITD, la base industrielle technologique de défense française, voilà. Oui, tout à fait. Qui regroupe donc les entreprises les plus importantes du Safran, Airbus, Dassault, j'en passe, c'est des meilleurs. Merci, merci Sébastien Egman pour ces paroles. Julien Marjac, quant à vous, donc vous êtes directeur général de Proditech et vous avez été précédemment donc responsable R&D depuis 2013, vous m'avez précisé. Donc on peut dire que ces questions de R&D, vous les posez pas depuis hier, ça fait un petit moment. Rappelons aussi que Proditech, vous savez, une trentaine d'années d'existence, hein, c'est bien ça. Particularité de votre entreprise, vous êtes un fabricant de machines d'inspection. Vous fabriquez donc des machines d'inspection, pardon, pour des pièces de monnaie, je l'ignorais, et des médicaments aussi. Et alors, chose suffisamment importante pour être soulignée, notée et peut-être aussi applaudie, vous faites 95% d'export pour une PME de 40 personnes. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on est une PME PSACES, très orientée sur la technologie, puisqu'en fait on a des équipements haut de pointe qui intègrent des caméras qui vont très vite. Quand on parle d'inspection, on parle d'inspecter à peu près 100 objets par seconde. Donc on a des clients, ce sont les grands laboratoires pharmaceutiques, donc on vend vraiment partout dans le monde. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que ces laboratoires nous tirent vers l'IA. Quand je dis que depuis 2013, je suis dans l'équipe R&D, je dirige cette équipe, en fait, on a beaucoup d'ingénieurs de profils différents qui vont à la fois travailler sur l'aspect traitement d'image, sur l'aspect algorithmie, mais on n'a personne qui travaillait sur l'IA. Et moi, j'étais plutôt les deux pieds sur le frein sur cette approche-là, puisque sur les équipements industriels, le droit à l'erreur, il est extrêmement faible. On n'a pas le droit de se tromper. Et quand je regardais à chaque fois les résultats que je voyais à travers l'IA, on était au mieux sur des taux de correspondance à 95%. Donc pour un équipement industriel, se tromper de 5%, c'est juste invendable, inimaginable. Et puis, ce qui s'est passé, c'est tout simplement nos clients sont venus nous parler d'intelligence artificielle, sont venus nous parler de deep learning, puisque eux utilisent ces technologies depuis plusieurs années, notamment pour concevoir les médicaments, et ils sont à l'aise avec ces manipulations de données. Et quand ils regardent nos équipements, ils voient des marges de progrès, ils voient des marges d'erreur qui pourraient peut-être être comblées par ces algorithmes d'intelligence artificielle. Donc ils sont venus nous contacter, ils ont commencé à nous sensibiliser à ça et à nous demander à travailler ensemble, ce qui nous a amené à nous pencher sérieusement sur la capacité de ces algorithmes à pouvoir répondre à des besoins qui nous paraissaient, nous, juste pas atteignables avec une approche artificielle, intelligence artificielle. Si je peux rappeler quelque chose de très important qu'est en train de dire, Julien Marjac, c'est que là, on va passer de 95% de performance, de résultats de l'algorithme, on va essayer de viser 100%. Quelque chose qui n'était pas vraiment envisageable il y a quelques années, en fait, hein, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on a travaillé notamment avec le CATIS cette année pour mettre en place un POC pour essayer de voir jusqu'où on pouvait pousser la performance par rapport à ces algorithmes. Les résultats qu'on a eus ont été
très très intéressant puisqu'on tend vers le 99,9, 99,8% en fonction de, on va dire, des objets qu'on va analyser. Ce qui est très encourageant puisqu'on a été assez vite finalement dans cette démarche de mise en œuvre de ces algorithmes. Et aujourd'hui, par exemple, ça nous a convaincus de continuer dans cette démarche-là. Et ça a convaincu également nos clients d'aller avec nous dans cette démarche-là sur 2022. Donc là, ce que je vois, moi, pour comment je vois 2022, je le vois par rapport à Proditech sur la première industrialisation d'un système. On va cibler, bien sûr, un besoin bien précis chez l'un de nos clients, mais c'est vraiment une première entrée en matière pour nous d'avoir un système d'ici fin 2022 en production qui intègre des algorithmes d'IA avec un taux d'erreur inférieur à 0,1%. Alors, on va revenir dessus, mais puisque vous ouvrez le sujet, vous posez des questions, j'ai envie de continuer. Il y avait aussi un frein très net, et je vais recueillir l'avis ensuite d'Antoine Jean-Jean et de Sébastien Egman à ce sujet. Il y avait un frein très net chez vous vis-à-vis de l'intelligence artificielle par rapport à cette notion de boîte noire. Hein, c'est ça ? Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, l'un des freins que je voyais, c'était d'une part, comme je l'ai dit, le taux de performance qui était trop loin de la réalité, mais l'autre frein que je voyais clairement, c'était le volet on ne sait pas ce qui se passe à travers l'algorithme d'intelligence artificielle. Donc notre univers, l'industrie pharmaceutique, est très très réglementé. Chaque paramètre de nos équipements doit être enregistré, sauvegardé. Si un opérateur touche un paramètre de la machine, il doit tracer, donc il doit expliquer pourquoi il l'a fait et il doit signer. Donc l'idée d'avoir une boîte noire, un algorithme où en fait on ne sait pas ce qui se passe et qui décide à la place, en fait c'était une approche qui me paraissait complètement à côté du besoin de l'industrie pharmaceutique d'avoir cette traçabilité. Parce qu'il y a des enjeux industriels très forts, parce qu'il y a des risques sanitaires. Il y a des risques sanitaires. Parce que toute la chaîne peut être impactée en termes de responsabilité, que ça va très très loin. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut voir pour faire un médicament, il y a 10 ans de travail à peu près, et il y a une recette, on va dire, qui lui permet d'être commercialisée. Et cette recette, elle est intouchable. Donc si cette recette dit qu'il faut tel et tel paramètre à tel endroit du process, ces paramètres ne pourront jamais changer. Il faut préserver l'intégrité des processus de fabrication, en fait. Donc avec cette approche d'IA, j'étais face à ce dilemme de comment présenter aussi à un industriel cette partie de la machine, cette partie de l'équipement qui sera un peu considérée comme une boîte noire. Donc avec nos clients, on a eu une vraie réflexion. On a de suite amené ce sujet sur la table, car eux voyaient la même contrainte par rapport à des contrôles réglementaires qu'ils pourraient avoir. Et en fait, ce que l'on a aperçu, c'est qu'à travers ces modèles, il y a quand même des descripteurs, il y a quand même des éléments qui sont justifiables, des approches algorithmiques qui sont reconnues. Et finalement, en formalisant toute cette approche à travers la machine, on peut réussir à avoir une traçabilité des choix qui ont été faits à un moment donné dans l'utilisation de la machine. Donc, là où je voyais des freins finalement par rapport à une industrie assez longue à évoluer, avec eux, on a réussi quand même à envisager une suite très cohérente pour la suite de Proditech et pour la suite de nos collaborations. Alors, ce qui est intéressant, Julien Marjac, avec votre point de vue, c'est qu'on entend finalement un retour du terrain qui est teinté très manufacturing, très pharma, mais ce sont des réalités très concrètes. Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'ai envie de vous entendre, Antoine Jean-Jean, boîte noire, explicabilité, confiance. C'est quoi? C'est dans l'air du temps ou ça y est, on est en train de crever un peu un plafond d'accès à un usage plus large de l'intelligence artificielle? Alors je pense que comme ça vient de l'utilisateur, j'ai envie de dire, c'est sûr que ça va être une tendance qui va s'imposer dans le sens où les gens, pour l'instant, j'ai envie de dire, ne comprenaient pas forcément très bien ce qu'il y avait derrière ces algorithmes, derrière ces outils virtuels finalement. Enfin, quand on utilise un micro-ondes, on l'ouvre, on appuie sur le bouton, on a confiance et on sait que ça va chauffer notre aliment et que ça ne va pas nous exploser à la figure. Avec un algorithme, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on est capable d'aller utiliser l'algorithme par exemple de Google Maps pour aller dans le centre-ville, mais on ne va pas forcément se dire que ils peuvent commettre une erreur ou il peut ne pas correspondre à ce que je cherchais, etc. Et donc je pense qu'aujourd'hui les gens ont soif d'explicabilité, d'explication derrière les algos et on commence à se dire
malgré le faible niveau en informatique général de la population, parce que les gens ne comprennent pas forcément ce qui est derrière un algorithme et tout le mécanisme qui est derrière toutes ces machines qu'on utilise au quotidien. Et bien du coup, ils sont en demande d'explications, et donc on commence à voir arriver cette notion de transparence, de publication. Pas pour rien que les grands instituts de recherche aussi réagissent, et l'INRIA a créé une équipe sur la partie régulation des algorithmes qui s'appelle RELIA. On a des équipes de recherche ou des conférences qui ont lieu en ce moment sur l'IA de confiance, l'explicabilité, etc. Et donc, je pense que c'est des thèmes qui vont forcément s'imposer petit à petit et qui vont pousser tous ces producteurs d'algorithmes à soit avoir l'obligation de publier une partie, ou en tout cas de faire certifier leurs algorithmes et d'avoir un contrôle sur ce qu'ils font. Et ça permettra à l'utilisateur, lui, d'être un peu plus en confiance et de savoir que cette partie de l'algorithme, il a été certifié. Ça, c'est bon pour le grand public, mais ça va être aussi bon pour une entreprise qui se dit tiens, j'ai intégré un module ou une librairie que j'ai intégré dans mon outil de production. Je l'ai utilisé non pas en la téléchargeant sur un site et en intégrant du code Python ou du code de je sais pas quoi dans mon programme. Je l'ai utilisé parce qu'il y a le label de certification qui est associé à cette librairie. Et ça, pour moi, l'IA du futur sera forcément une IA qui s'appuiera sur des briques certifiées et expliquer. Voilà. Ouais. Donc on veut les bénéfices de l'intelligence artificielle, on veut ses résultats, on veut sa performance, mais surtout aussi ce qu'on veut, c'est comprendre, c'est ça, et comprendre finalement pourquoi ces résultats sont produits, c'est ça, hein. Oui, et la compréhension elle passe forcément par plus de transparence. Aujourd'hui, il y a très peu de transparence sur les algorithmes. Hier, il y avait une conférence donc, chez Cdiscount de Gaspard Koenig qui prenait l'exemple justement de l'algorithme de Google Maps sur le plus court chemin. Il faut savoir que Google ne vous renvoie pas forcément le vrai plus court chemin. Il vous renvoie parfois le chemin qui arrange la communauté, dans le sens où c'est celui qui va peut-être générer le moins de bouchons à l'instant T. Et donc parfois il vous fait faire un détour parce que lui il pense que d'un point de vue communauté ça va. Et alors ça, il vous l'a jamais dit en fait. Et vous le savez pas, quand vous allez utiliser le truc, il vous a pas donné le plus court chemin, il vous a donné le chemin qui l'arrange lui. Et donc ça fait partie des choses que l'utilisateur au bout d'un moment va plus accepter, quoi. Il va se dire mais non, mais moi je t'ai demandé un chemin, et je t'ai demandé un chemin sur ces critères-là. Et si on l'applique à l'entreprise, le salarié ne va pas accepter d'utiliser un outil d'aide à la décision où il y aura une intention cachée ou quelque chose qui ne correspondra pas à quelque chose de totalement transparent, quoi. Alors, Sébastien Eggman, alors la question de la confiance et l'explicabilité dans le domaine de la défense, c'est très important. Mais il y a aussi des enjeux liés aux données. Vous m'avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Vous m'avez dit moins de 20% de la donnée disponible, actuellement, moins de 20% de la donnée disponible est exploitée. Or, à terme, ce qui est prévu, je crois que c'est le député Cédric Villani qui nous dit ça, on passera de 20% à 2% de la donnée disponible exploitée. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les enjeux industriels derrière, ou pour les métiers avec lesquels vous êtes confrontés, qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire quoi? Alors, typiquement, on peut très vite se noyer dans la donnée, surtout si on n'est pas un sachant dans le data scientisme, dans l'IA, ou voilà. Et on peut très vite se retrouver submergé. Donc, ce qu'il faut effectivement, c'est pouvoir faire le tri dans la donnée et n'exposer. Alors, je reviendrai sur l'effet boîte noire. N'exposer aux décideurs et aux maintenanciers, par exemple, pour le MCO, que les données qui sont nécessaires à une prise de décision éclairée. Voilà. 40 téras de données qui sortent d'un rafale en 1 heure, c'est inexploitable par un être humain. C'est pour ça qu'il y a l'IA. Mais au final, en construisant toujours pareil, hein, on en revient aux conférences qu'on a fait ce matin, il faut que ça soit l'utilisateur et le métier qui tire le besoin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin pour réduire mes coûts de maintenance, pour améliorer ma disponibilité de mes aéronefs,
pour avoir la meilleure disponibilité au meilleur moment. Ça ne sert à rien d'avoir la meilleure disponibilité si je n'ai pas de mission prévue. Par contre, à l'inverse, si je suis indisponible quand j'ai une mission prévue, ça ne sert à rien. Voilà. Donc voilà, il faut vraiment adapter ce volume de données, le faire tirer par le métier, faire spécifier par le métier le besoin, et pour éviter l'effet boîte noire, effectivement, accompagner tout au long de la création de l'algorithme, être accompagné tout au long de la création de l'algorithme par des gens du métier, pour qu'ils aient confiance. Je vais vous raconter 2 minutes mes guerres. Il y a quelques années, j'étais dans le Sahel, pour une mission que vous connaissez tous, et on avait un gros problème d'usage prématuré des moteurs d'hélicoptères, mais très prématuré. Et le motoriste a construit, d'ailleurs avec des gens de Bordeaux, avec de l'INRIA, un outil de mesure stéréoscopique avec un algorithme d'IA qui permettait de mesurer l'usure des moteurs en moins d'1 heure, alors qu'avant on passait facilement une demi-journée pour mesurer ces usures. Forcément, l'outil fonctionnait très bien, mais on était dans un contexte d'urgence opérationnelle, donc on a formé très peu de gens à comment prendre la mesure, comment elle était analysée par l'algorithme et quel était le résultat obtenu. Du coup, ces sachants, ayant été instruits, avaient relativement confiance dans l'outil de prise de mesure. Par contre, si on montrait une photo, et ça c'est réel, si on a montré des photos à des pilotes et on leur a dit bah, l'usure elle est de temps, et la photo était tellement grossie et la mesure que rendait l'algorithme tellement petite, faible, que certains pilotes n'avaient plus le courage de voler. Parce qu'ils ne savaient pas comment était construit l'algorithme, ils n'avaient pas confiance dans la mesure qu'ils voyaient sur une photo parce que le défaut leur semblait immense. Et on en arrive du coup à ces problèmes de boîte noire et d'explicabilité. Si on ne comprend pas comment a été fait la mesure, comment a été prise la mesure, comment l'algorithme a calculé la mesure, on n'a pas confiance. Voilà. Encore moins quand on est obligé d'aller en l'air et que si ça s'arrête... Voilà. Donc là, on est dans un cas où la surperformance ou la surinformation, finalement, elle vient détruire la relation de confiance entre l'humain et la machine. Alors, elle vient la détruire si on ne l'a pas suffisamment expliqué. C'est-à-dire l'outil était très performant, seulement l'utilisateur n'a pas pris le temps d'instruire tout le monde de la même façon et de la bonne façon pour qu'il ait confiance dans l'outil. Voilà. Et donc, c'est sans doute pour ça qu'Antoine Jean-Jean, vous êtes souvent sollicité justement pour structurer des comités IA et data, c'est-à-dire que finalement, c'est pour éviter peut-être de rentrer trop vite sur des sujets comme ça, on déploie la techno ou on déploie de l'IA, et puis à la fin, ça a des impacts sur des métiers qui nous échappent un peu. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de tout mettre sur des rails et construire des feuilles de route, ou c'est autre chose? Alors en fait, je pense que pendant des années, les patrons des boîtes ont assumé de mettre des budgets des différents départements des sociétés. Je mets un petit peu de budget dans la logistique, aux achats, au département commercial pour aller acheter des modules saupoudrés avec un petit peu d'IA un peu partout. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de structuration. Parce que je pense qu'ils en ont un petit peu marre donc quelques doutes en tout cas sur le ROI de pas mal de projets. Il y a trop d'outils. Il y a quelque chose que je constate dans pas mal de boîtes, c'est qu'il y a trop d'outils de partout. Il y a trop de modules. On est saturé par l'offre. Saturé par l'offre d'offres SaaS notamment, de plateformes qui promettent la lune. Et donc du coup, il y a une sorte de rationalisation sur ces outils de data chain d'abord, donc qui permettent de faire de fluidifier et d'homogénéiser les flux de données. Quand tu parlais tout à l'heure de peu de données qui sont utilisées, c'est aussi parce qu'elles ne sont pas connues parfois. Et donc, la semaine dernière, je discutais avec des gens de L'Oréal. Ils ont lancé un gros plan de data catalogue, c'est-à-dire pour connaître leurs data. Qu'est-ce qu'ils ont comme data? Quels sont les labels qu'on peut mettre sur les data pour que tout l'ensemble de la société ait une big picture de quelles sont les données disponibles au sein de l'organisation. Et ça, on le voit arriver dans pas mal de sociétés. Et donc après, vous parliez de comité data, je pense que c'est quelque chose qui arrive aussi, pas forcément dans les grandes sociétés, dans les plus petites PME, parce que le CTO, il n'a pas forcément cette sensibilité data et IA. C'est souvent quelqu'un qui a construit le système d'information, qui a construit le site internet ou construit éventuellement le site intranet, mais qui n'a pas forcément cette approche data. Et donc ces départements data qui se créent sont pas forcément constitués des mêmes personnes. Mais par contre, c'est souvent ça vient du manager en chef qui se dit ça peut être intéressant d'avoir une équipe qui est dédiée à la data et qui sera transverse pour pouvoir aller transformer
d'époque en des projets concrets qui vont porter la stratégie de l'entreprise. C'est un peu aller chercher la business value dont Marc Douilly parlait tout à l'heure, Marc Douilly de Stelia Aerospace parlait tout à l'heure, aller chercher cette business value. Julien Marjac, moi j'ai l'impression que cette business value, justement dans la data, vous êtes allé la chercher vraiment en profondeur. Vous me disiez, ce n'est pas un chiffre que vous avez donné encore, donc j'ai envie de le donner. Donc sur l'inspection de médicaments, il y avait 2% des produits qui étaient rejetés, 2% des produits rejetés, mais quand on regarde attentivement sur les 2% de produits qui sont rejetés, 95% des rejets sont finalement acceptables. Alors moi je trouve que c'est des chiffres forts. On voit que c'est un enjeu de data science très net. On voit qu'il faut aller aussi plus loin que le computer vision classique, mais j'ai un petit peu envie que vous me racontiez comment déjà vous avez découvert tout ça et ce que vous avez mis en place pour essayer justement de faire face à ce défi, même si vous avez déjà donné quelques éléments tout à l'heure. Oui, les chiffres que vous donnez, en fait, c'est des chiffres très réalistes qui correspondent à un équipement qui tourne en production pendant plusieurs années. C'est-à-dire que nos équipements sur les comprimés ont des taux déjà de réussite sans IA, avec les algorithmes classiques, avec tout ce que l'on sait faire, très proche du 100%, on va être à 99,9%. Par contre, on va dire dans la vraie vie, une fois qu'il est utilisé pendant plusieurs années, nos équipements, il y a certains équipements qui tournent pendant 10 ans sans problème en exploitation. Ils vivent, ils changent, la mécanique change, l'électronique évolue, les éclairages évoluent, les opérateurs les utilisent, donc ils vont les nettoyer régulièrement. Et donc en fait, l'équipement va changer de comportement. L'industrie pharmaceutique, comme j'ai dit, est très réglementée. On n'a pas le droit de toucher aux paramètres. Donc si l'équipement évolue avec les mêmes paramètres, il se comporte différemment. Et donc là, par exemple, les résultats qui sont cités, de rejeter 2% de la production, c'est simplement un équipement qui a vécu et qui a simplement évolué et qui est passé d'un taux de rejet, on va dire, de manière réaliste, de 0,1% de la production où il y a réellement des défauts, à 2% de la production, où donc la majorité des médicaments qui sont rejetés ne sont pas considérés comme mauvais par le client. Les procédures étant fortes, ces 2% de rejetés sont détruits. Donc dans certains cas, on a des industriels qui produisent des comprimés qui coûtent très cher, tout simplement, qui sont destinés à des patients, notamment là on a des produits pour le cancer du sein. Et par rapport à ces besoins-là, on arrive même à des situations critiques de rupture de stock, de disponibilité des médicaments sur le marché. Donc chaque médicament qui est produit et qui est finalement détruit de manière inutile a un sens profond auprès de nos clients. D'une part, d'une perte financière, c'est évident, mais d'une part également de devoir produire plus pour être en mesure de fournir la demande mondiale. Donc ce sont ces industriels-là qui nous tirent sur ces produits à forte valeur ajoutée. Ils savent que si on intervient sur les machines, on peut toujours revenir vers un niveau de comportement meilleur de la machine, mais que ce n'est pas viable dans le temps. Et donc c'est eux qui nous tirent vers l'IA en se disant que sans doute des algorithmes différents, une approche basée sur du deep learning, sur une vision de voir les choses différemment, permettrait de s'affranchir des variations dues aux opérateurs, dues à l'usure des composants, à la mécanique. Et donc c'est ce qu'on est en train de justement d'évaluer avec eux. Donc là, quand on parle de business value, oui, on est clairement en business value. On n'est pas en train d'investir pour se faire plaisir sur des nouvelles technologies. On est face à un problème que l'on ne sait pas résoudre avec les technologies classiques, où le contexte, en tout cas, d'utilisation de nos équipements nous empêche de les résoudre facilement. Et on va vraiment s'orienter sur ces technologies-là pour proposer un plus et avoir un gain, que nos clients puissent avoir un gain directement avec ces technologies-là. Donc voilà, l'enjeu est très fort pour nous de réussir à avancer et avoir une solution vraiment industrielle à terme par rapport à ces besoins. Alors, ce qui est super, Julien Marjac, quand on vous entend, c'est qu'on entend un décideur qui est convaincu. Ça, c'est important parce que c'est pas forcément facile de convaincre des décideurs. Tout à l'heure, on parlait on disait il y en a marre du bullshit sur l'UX. Là, j'ai envie de dire il y en a marre du bullshit aussi sur l'IA. On voit un décideur qui est convaincu. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question, Antoine Jean-Jean, Sébastien Egman, comment vous faites pour convaincre des décideurs justement qu'il y a un vrai ROI à aller chercher, qu'il ne faut pas s'arrêter aux posts LinkedIn qui nous promettent monts et merveilles, que derrière, c'est des réalités peut-être un peu plus complexes. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous donner un peu vos recettes et justement nous parler un peu de ces réalités ?
Alors, nous, typiquement, on le voit avec nos clients. Hein, et aujourd'hui, il faut prendre le problème le plus critique qu'ils ont chez eux. Voilà. Et on commence par le plus dur. On commence par le plus dur. On rentre dans le plus dur, pas forcément le plus vaste, mais le plus dur. Où c'est qu'ils peuvent avoir un ROI quasi immédiat. Aujourd'hui, nos clients, c'est la RH. C'est le plus gros pain point, le plus gros irritant, on y va. Le plus gros irritant, la disponibilité. Voilà, bon, c'est pas dur. Hein. L'aéronautique militaire, c'est la disponibilité sur tous les rapports parlementaires, vous le voyez, ça sort tous les 15 jours. Hein. Donc, vous n'avez aucun souci là-dessus. Et du coup, là, effectivement, là, il faut produire très rapidement un résultat avec un ROI et leur prouver qu'on peut gagner 1, 2, 3 points de dispo. C'est déjà énorme, et sans rien changer au process. C'est-à-dire juste en mettant, en faisant, alors on va revenir sur la recherche opérationnelle, en mettant le meilleur individu pour réussir une mission. Aujourd'hui, on travaille sur un POC avec l'État français, sur un outil d'aide à la décision qui permet de choisir le meilleur véhicule pour réussir une mission en fonction de son arborescence appliquée. Voilà. Et où on est sûr qu'il ne tombera pas en panne. Voilà. Où il n'y aura pas de maintenance corrective. Donc là, on n'est plus dans le Google Maps. J'ai besoin d'aller là-bas, j'ai telle contrainte, voilà. Et j'ai tel parc de véhicules disponibles, lequel je dois prendre. Voilà. Quel est le meilleur candidat avec le meilleur taux de non-rupture de service? Si, dans la réalité physique, il fait la mission avec cet appareil et qu'il réussit sa mission, c'est bingo. Il dit OK, il ne s'est pas trompé. Alors que d'habitude, chaque fois qu'il partait en mission, il tombait en panne en bout de piste ou il tombait en panne au milieu de la France. Voilà. Donc voilà, il faut arriver sur les points les plus durs à prouver que ça marche, et ensuite on pourra petit à petit aller sur des incréments supérieurs et aller faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire OK, si tu veux améliorer ton taux de réussite de mission, il faudra peut-être changer cette pièce en avance de phase. Voilà. Donc voilà, mais il ne faut pas tout vouloir faire d'un coup. Peut-être ce que tente de faire Artemis en faisant des grands écarts entre gérer aussi bien le service de santé. Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Artemis, c'est le grand projet du Minarm sur l'intelligence artificielle pour se mettre à hauteur de tous nos concurrents, n'ayons pas peur de le dire, américains, chinois, j'en passe et des meilleurs. Mais où effectivement on veut faire beaucoup de choses en très peu de temps. Voilà. Alors ça aura au moins le mérite de porter les infrastructures. Mais je ne suis pas sûr qu'en faisant dans le même système du médical, de l'ARH et de la maintenance prédictive, ça puisse marcher. Alors Antoine Jean, je pense que vous allez être d'accord avec Sébastien Gban quand il dit ne pas espérer tout faire en un seul POC. Ça renvoie à votre idée. Vous me disiez, en gros, il ne faut pas attendre un miracle d'un grand plan intelligence artificielle. En fait, il faut plutôt découper étape par étape. J'ai l'impression que vous allez bien vous entendre avec les gens du facteur humain qui aiment bien avoir des boucles de feedback et avancer itération par itération. Est-ce que c'est un peu les mêmes méthodes? Oui, pas faire de fausses promesses, expliquer concrètement ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Ça, c'est important aussi de ne pas arriver en disant vous allez voir, on va tout automatiser, tout va être magique, et puis vous allez faire 100% de croissance l'année prochaine. Donc je pense qu'il faut y aller par étapes et effectivement passer par une sélection des projets les plus des projets candidats, et parmi ces projets candidats voir quels projets peuvent être mis en place rapidement parce qu'il y a l'infrastructure data qui est prête et que les données sont disponibles et sont déjà là pour pouvoir lancer des analyses, parce qu'il n'y a rien de pire que de lancer je sais pas, du machine learning ou sur des données erronées, puisqu'on va perdre du temps à faire des algos, à les optimiser, alors qu'en fait au préalable il aurait fallu faire une étape de nettoyage de données ou même de recensement d'échantillons plus importants, quoi. Donc je pense qu'il faut cadencer, pas faire de fausses promesses, et ensuite ça se gère. On parle aujourd'hui de MLOps, c'est-à-dire ça se gère comme tout autre projet, c'est-à-dire avec un proof of concept d'abord, une coquille vide, ensuite on fait du machine learning appliqué au data ops en fait, hein, c'est ça? Oui, en fait c'est en tout cas une gestion de projet autour de ces projets de machine learning pour à la fin réussir à mettre ça en production et à ce que je déploie, je teste, j'apprends, je déploie, voilà, je teste, j'apprends. Éventuellement, je refais une boucle de correction. Et aujourd'hui, on voit que c'est les profils des data scientists qui n'étaient pas forcément
tous des informaticiens, donc qui n'avaient pas forcément tous ces réflexes de méthode agile, ou enfin toutes les méthodologies autour du développement informatique aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit qu'elles commencent à s'appliquer aussi à ces profils-là, et ils voient qu'il y a un intérêt à structurer leur projet pour être sûr qu'à la fin, ils délivrent et que ça passe en prod, quoi. Et des solutions plutôt dans le cloud alors, ou pas forcément? Bon, ça dépend des domaines, hein. Je pense qu'il y a des domaines où le mot cloud fait plus peur que d'autres. Et après, alors, justement, enfin, je ne sais pas si vous le saviez, mais 80% des entreprises du CAC 40, je ne sais pas si le public dans la salle était au courant, mais 80% des entreprises du CAC 40 ont recours au GAFA pour gérer la valorisation de leurs données, cloud, data, workflow. Je vous ai interrogé à ce sujet, vous m'avez parlé de souveraineté numérique. Est-ce que, et puis vous m'avez parlé aussi un peu d'intelligence artificielle embarquée, est-ce que c'est parce que vous avez l'impression que justement pour 2022, les perspectives dans le cloud sont un petit peu entravées, entre guillemets, pour employer cet euphémisme, et que c'est pour ça que justement on va regarder plutôt ce qu'on va pouvoir faire proche des microcontrôleurs, donc sur de l'edge computing, sur de l'IA embarqué. Est-ce que ça a du sens, ce que je dis? Est-ce que ça renvoie à des réalités professionnelles pour vous? Oui, alors typiquement, l'edge computing, on en parle aujourd'hui. Autant un Rafale, si vous voulez, il va toujours poser sur une base aérienne, une piste en dur. Autant le petit char au coin du bois ou l'hélicoptère au coin du bois, il n'aura pas forcément le moyen de décharger sa donnée et puis de profiter d'un IA ou d'un algorithme pour dire s'il peut redécoller ou pas. Voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, ce qui est amélioré en termes de hard, du GPU, demain du Tensor, du TPU, va peut-être permettre de faire des systèmes d'algorithmes embarqués plus légers que ce qui pourrait se faire actuellement et permettre en fait aux individus, aux flottes, aux systèmes d'armes de prendre des décisions en autonome sans forcément de liaison avec un bac. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, dans la défense, et l'aéronautique et la défense, c'est une des solutions. Ouais. Je pense que l'edge computing, avec l'amélioration du hard, va avoir de l'avenir. Ouais. Donc on arrive à trouver une indépendance finalement technologique, une souveraineté numérique peut-être, justement en allant dans ce domaine-là. Et Antoine Jean, vous m'avez dit aussi qu'il y avait parmi les tendances que vous aviez identifiées, on voyait apparaître des librairies comme TinyML, TensorFlow Lite, pour simplifier le développement d'algorithmes d'IA embarqués. Ça répond à un besoin profond des entreprises et des data scientists aussi, ou comment est-ce que vous analysez ça? Toutes ces technologies, en tout cas, elles réduisent la bande passante, elles réduisent la latence, la consommation, etc. Donc c'est des choses qui vont avoir un intérêt pour les industriels, enfin pour tout l'écosystème. Après, aujourd'hui, je pense que c'est encore des technos qui sont en cours de R&D ou c'est vraiment assez récent comme. Donc pour 2022, c'est un sujet qui va monter en force selon vous? Je pense que c'est, en tout cas, oui, ça va avec toute la montée en puissance du edge computing, effectivement. Julien Marjac, le edge computing, l'intelligence artificielle embarquée, est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée aussi? Est-ce que c'est une thématique de R&D que vous avez envisagée? C'est clairement le sujet, puisqu'en fait, peut-être que je montre un regard positif sur l'IA. Cette année, en fait, on a fait un proof of concept qui, on va dire, au lancement du projet, je n'étais pas convaincu. À la fin du projet, j'ai vu des résultats qui me donnent envie d'aller plus loin et qui me donnent vraiment envie d'aller jusqu'à une industrialisation du produit. Quand on parlait de choisir les données, classer les données, c'est primordial. En fait, nous, on a la chance finalement d'avoir beaucoup de données, également beaucoup d'images de ces produits, d'être en capacité de les classer facilement. Donc on a fait un gros travail de préparation des données qui nous a permis d'avoir des résultats très convaincants au final. La prochaine étape, c'est celle qui est citée là, c'est comment industrialiser la solution. Pour industrialiser, il nous faut des systèmes capables de réaliser ces traitements en temps réel, très proche du temps réel. Quand je parle qu'on inspecte 100 objets par seconde, on a quelques millisecondes pour se décider. Donc les algorithmes doivent être embarqués, doivent être sur du edge computing. Et il faut que les systèmes soient pensés également d'un point de vue industriel et accessible. Quand on a un équipement comme le nôtre, on va avoir une vingtaine de capteurs, une vingtaine de caméras. Donc c'est autant de cartes de traitement qui doivent être intégrées dedans.
Donc on ne peut pas être sur des systèmes surpuissants, surqualifiés pour réaliser un petit algorithme. On doit être vraiment sur un système industriel pensé pour. Donc là, aujourd'hui, nous, c'est notre démarche, on va investir dans cette direction-là pour justement pouvoir intégrer sur une électronique industrielle ces fameux algorithmes d'IA pour avoir un produit fini à terme à fin 2022. Ah oui, donc c'est déjà planifié pour fin 2022. On vise fin 2022, on a des industriels qui sont demandeurs et ce que l'on voit à travers les relations qu'on peut avoir avec le CATI ou quand on voit les équipements qui sont disponibles également, les cartes mises à disposition pour le grand public, on voit qu'on est sur des solutions qui sont tout à fait, à mon sens, envisageables. Il y a un réel effort d'industrialisation, mais en termes de puissance de traitement par rapport à notre besoin, on trouve des choses déjà dans le commerce qui peuvent être en correspondance. Donc ça me semble accessible, ce n'est pas disponible de suite, il y a un travail de recherche et de développement à fournir, mais ça ne me paraît pas non plus impossible à atteindre pour fin 2022. D'accord, super. Très intéressant, très ambitieux aussi, sans doute. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler fin 2022. Mais peut-être il y a des moments plus proches de nous. Quand je vous ai interrogé finalement sur les actualités et les tendances, en particulier les nouveautés, ce à quoi on devait s'attendre, Antoine Jean-Jean, vous m'avez fait remarquer qu'on avait un calendrier d'événements très riche en ce moment, avec certaines dates à ne pas rater. Je ne sais pas s'il y a des choses en particulier dont vous souhaitez parler. Si, donc la semaine prochaine, donc il y a une première conférence qui a lieu. On est dans la région, donc on n'est pas que à Bordeaux, donc on est soutien de la conférence IAPO, donc qui aura lieu avec Digital Aquitaine. Voilà, avec Digital Aquitaine, et donc il y a une conférence qui a lieu depuis plusieurs années avec un data challenge et avec des présentations en plénière également. Donc ça a lieu la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, sur Pau évidemment. Ensuite, la semaine d'après, il y a la conférence donc Naya Air, donc pour robotique, puisqu'il y avait la Robocop qui avait été annulée, donc elle a été intégrée dans cette édition de Naya qui aura lieu au Hall 14. Hangar 14, au Hangar 14, voilà, le 9, 10 et 11 décembre. Donc là, il y a à peu près entre 2000 et 3000 personnes attendues, dont beaucoup de lycéens et de jeunes des écoles de la région qui vont venir découvrir qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot compliqué, avec des stands, avec des conférences un peu plus généralistes et pas forcément que des conférences trop techniques. Et puis on voit, fin janvier, il y avait aussi fin janvier, oui, AI for Industry. Voilà, donc ça c'est organisé par l'ENSERB, Matmeka et l'ENSAM. Dont le CATI est un des partenaires. Et donc CATI est partenaire. Voilà, et donc Sébastien, tu peux peut-être en dire un mot Oui, alors du coup, c'était une première pour nous l'année dernière avec Connective IT au sein de l'ENSERB, où on est d'ailleurs hébergé toute l'année, et c'est ça qui nous a fait vraiment entrer dans le monde, dans l'écosystème IA de Bordelais et Aquitain. Et vraiment, je peux encourager tous les industriels et toutes les petites PME qui n'ont aucune connaissance en IA, mais qui ont de la donnée ou des besoins à rejoindre cet événement AI for Industry, parce que c'est vraiment incomparable. Et je tiens vraiment à souligner que pour travailler aussi dans d'autres régions, que l'écosystème du coup aquitain pour ça est très très vertueux et qu'on s'y sent vraiment très bien, parce que cette liaison entre les chercheurs, les doctorants, les enseignants, le monde des offreurs de solutions et des PME, je trouve, fait vraiment grandir la région et grandir les projets. Et c'est vraiment très agréable de travailler dans cet écosystème-là. Voilà. Et puis j'oubliais, donc le 10 février, on sera dans cet endroit aussi, également au Carré, pour la 5e édition de Data Aquitaine, donc qui aura lieu avec une trentaine de présentations dans ce lieu au Carré à Bordeaux. Voilà. Donc encore beaucoup d'événements sur l'intelligence artificielle. On voit que ce n'est pas un sujet qui est près de lasser ou de connaître un désintérêt. J'ai envie de conclure cette table ronde en essayant de donner des conseils aux entreprises et aux PME qui sont présentes et qui nous écoutent. Julien Marjac, vous aviez quelques conseils à adresser aux PME, justement. Vous m'avez dit peut-être la chose à faire, c'est essayer d'aller très vite sur un POC. Mon retour d'expérience, c'est celui-ci. C'est finalement
avec 6 mois, si je prends les 6 derniers mois, le POC que l'on a réalisé a permis vraiment de clarifier finalement les avantages, les inconvénients, les faiblesses, tout ce qui tourne finalement autour de l'IA. Et en allant assez vite, mais en étant sérieux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien considérer les données, bien avoir conscience de la classification que l'on peut avoir et comment bien enseigner les modèles d'IA. On peut avoir des résultats qui peuvent donner des pistes, en tout cas, pour pouvoir développer des nouvelles solutions. Voilà. Donc moi, le retour d'expérience que j'ai, c'est celui-ci d'essayer d'investir un minimum dans un POC, pas en y allant à l'aveugle, mais en y allant avec un objectif clair et puis des données maîtrisées en amont. C'est très clair. Antoine, Jean-Jean, Sébastien Egman, vous voulez rajouter quelque chose en guise de mot de la fin? Non, moi je dirais il faut effectivement oser et puis cadrer le sujet. Et je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui peut dire qu'elle peut se passer aujourd'hui de l'IA et de la data. Il y a forcément des data dans une entreprise et il y a forcément du coup des sujets en lien avec. Alors c'est pas peut-être mettre de la robotique ou alors mettre des choses très, très compliquées comme du deep learning, etc. Mais par contre, ça peut être aussi des petits outils de décision, des petites briques logicielles qui vont faire que en 2022, ils seront plus performants et ils auront un meilleur résultat net à la fin de l'année parce qu'ils auront osé investir un petit peu sur ces sujets qui sont généralement complexes, quoi. Merci beaucoup à tous pour votre participation. On peut les applaudir. Merci pour votre écoute.